Pour les influences, il y en a de deux sortes. Il y a les grandes influences, c'est-à-dire que quand on a 14, 15 ans et qu'on s'intéresse à la littérature, évidemment, on se met à lire peut-être les classiques comme Baudelaire, Victor Hugo, Rimbaud, et on se dit que vraiment la littérature, c'est quelque chose de passionnant et d'impressionnant. Mais en même temps, on est tellement impressionné par ces géants que l'on lit qu'on se dit qu'on ne pourrait jamais faire quelque chose de si bien qu'eux. Et donc, c'est une influence dans le sens où vous vous intéressez à la littérature, mais en même temps, vous êtes intimidé. Ensuite, il y a l'autre influence qui est plus intime, c'est lorsque vous lisez quelque chose qui vous touche, et là, il y a comme, vous avez l'impression que ça ressemble à votre vécu. Moi, ça m'était arrivé quand j'avais 19-20 ans, je lisais Mario Vargas Llosa, Tante Julie et le Scribouillat, c'est l'histoire d'un jeune journaliste qui tombe amoureux de sa tante. Et à la fin du roman, lui et sa tante décident de se sauver de Lima pour aller se marier quelque part. Donc ils se sauvent, ils arrivent dans le village le plus proche. Ils disent aux habitants, nous voudrions nous marier, où est le maire? Et les habitants leur disent, regardez dans le caniveau. Ils regardent dans le caniveau, ils voient un ivrogne et ils se disent, bon, on ne va pas se marier avec ce genre de maire. Ils vont dans le village prochain, demandent où est le maire, et là les habitants leur disent, non, mais allez sur la plage, parce que le maire revient de la pêche, donc ils arrivent sur la plage, et ils voient une pirogue qui s'avance doucement venant de l'horizon, et à ce moment-là, la pirogue accoste, il y a un grand pêcheur qui en sort, un grand nègre, qui traîne un filet rempli de poissons, les pieds dans l'eau, il s'approche d'eux, et c'est le maire. Et ils disent, monsieur le maire, nous voudrions nous marier, le maire les marie. Et moi, j'avais trouvé ça tellement drôle et tellement mauricien à la fois, cette image du pêcheur revenant de sa journée de pêche, mais qui est le maire qui va les marier. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de traverser la barrière entre l'écrit et entre lire et écrire. Je me suis dit que j'aurais voulu pouvoir avoir écrit ça. Et bon, donc, on s'attelle à la tâche, on se met à écrire. Mais qu'est-ce qui vous domine? Ça dépend peut-être de l'écrivain du moment, dans mon cas. Pour mon premier roman, l'histoire d'Ashok, c'était Naipaul, parce que mon père était un grand amoureux de Naipaul. Il achetait toujours les derniers Naipaul. Je me souviens de mon enfance que je voyais arriver Eben in the River, Une Free State, The House from Mr. Biswas, Meager Street, et ainsi de suite, au fur et à mesure que ça sortait. Et donc, dans l'histoire d'Ashok, j'ai l'impression que j'ai transposer un peu cette écriture très fine, mais en même temps un humour assez grinçant, un peu acerbe. Et ensuite, quand j'ai écrit l'histoire de Sanjay, c'était Rushdie, c'était une sorte de feu d'artifice de l'imagination, le réalisme fantastique. Puis quand je suis arrivé à Made in Mauritius, c'était Mark Twain, c'était The Adventures of Huckleberry Finn, que je n'ai pas lu en entier, mais j'avais lu quelques pages quand j'avais 14-15 ans, mais j'avais été impressionné par cette voix narrative qui était une sorte de créole anglais. Le premier paragraphe, c'était You don't know me without you have read The Adventures of Mark Twain The Adventures of Tom Sawyer by Mr. Mark Twain, in which he tells how Tom and me, we got rid of Indian Joe, et ainsi de suite. C'était un anglais très argotique, en fait, qu'il avait fabriqué avec un dialecte du Mississippi, mêlé de toutes sortes de choses. Et il y avait une fluidité, il y avait quelque chose de cru et de terrestre dans ce ton qui m'avait beaucoup impressionné. Puis l'histoire même, c'est ce vagabondage, c'est-à-dire ce petit garçon errant qui descend le fleuve Mississippi en compagnon d'un esclave marron. C'était un hymne au marronnage, et j'étais très impressionné par cette notion de l'errance et du va-nu-pied qui parle, qui vous raconte son histoire. Donc, j'ai voulu peut-être... c'était en ombre, porté sur les personnages de Laval et de Fézal qui se baladent dans les rues de Port-Louis et qui traversent l'île Maurice. Et puis, donc, voilà, au fur et à mesure que je grandis, peut-être le ton devient un peu plus sombre, je dirais. Dans le prochain que j'écris, c'est un peu plus Graham Greene, c'est un peu le roman noir. Et puis, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura dans les prochains. Yeah.
Là où j'habite maintenant, c'est Tana. Et puis j'ai habité dans d'autres villes du monde, Pékin, Berlin, Paris. Mais mon enfance, je l'ai passé à Sodnak. C'était un quartier bourgeois, pas très intéressant, un quartier assez bien ordonné à Maurice. Et ce n'est pas le quartier qui m'a vraiment influencé. Je dirais plutôt que c'était quand j'allais voir mes grands-parents maternels à Port-Louis. J'allais avec ma mère, donc on prenait l'autobus le plus souvent et on descendait. Déjà, il y avait cette descente, on descendait d'un climat plus ou moins tempéré, on descendait à Port-Louis où les couleurs étaient plus vives, où il faisait très chaud. Et arrivé à Port-Louis, on prenait l'autobus et on se rendait à Trinquebord. Et là, c'était vraiment un quartier avec c'était un petit peu un bidonville, c'était les chèvres sur la route, les ivrognes qui buvaient sur le pas des portes, des boutiques chinoises et des petites cases en tôle. Puis il y avait une sorte de vivacité sensorielle, un sens suraigu qui me troublait et qui faisait très chaud, il faisait très moite, c'était très poussiéreux. Il y avait quelque chose de très tranché dans le caractère des gens aussi, peut-être presque je dirais de poignant, que j'ai retrouvé un peu d'ailleurs dans les romans de Faulkner, dans les romans du Sud profond en tout cas, ce côté un peu baroque des gens et avec une sorte d'intensité sourde. Et en fait, vous savez, à Maurice, je dirais qu'il y a comme des microclimats et des micro-univers. Par exemple, quand j'étais au collège, j'étais à Curepipe où c'était très gris et très pluvieux. Je me souviens, un jour, j'étais adolescent, je regarde par la fenêtre, je vois la pluie qui tombe sur la cour qui est très boueuse. Je me dis, tiens, si je prenais l'autobus là en ce moment et que je descendais vers Flic-en-Flac, ce serait le ciel bleu, les palmiers, les filaos, un autre petit monde. En fait, il y a comme ça divers petits univers qui se côtoient à Maurice sur le plan émotionnel, géographique et de diverses façons. C'était une enfance ordinaire, une enfance des années 70, c'est-à-dire qu'une enfance que maintenant peut-être je revois à travers le prisme de la nostalgie, parce que c'était une société assez différente de celle dans laquelle nous vivons, avec des choses qu'on a perdues et des choses qu'on a gagnées. Mais je dirais aussi que c'était une enfance plutôt studieuse. Et en fait, ce que je regrette un peu, c'est qu'elle a été je ne l'ai pas tellement passée parmi les bouquins. Ça me rappelle un peu Borges, par exemple, qui disait à l'âge de 9 ans, j'ai découvert la bibliothèque de mon père et ça a été le seul événement de ma vie. Il le disait avec un peu de regret. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a tellement de violence, il y a des personnages si hyper masculinisés dans ces romans. Je crois que c'est peut-être pour cacher l'enfant timide qu'il était et qui avait peur des petites brutes de son quartier. Moi, dans mon cas, quand je le relis Made in Mauritius, par exemple, je me dis que toutes ces aventures rocambolesques que vivent Laval, Faisal et Aïcha, au fond, c'est peut-être la projection d'un rêve, parce que ces enfants déploient une bravoure et une maturité héroïque et improbable. Et donc, peut-être que justement, à travers cela, un peu comme Rudyard Kipling qui revit dans Kim l'enfance en Inde qu'il n'a pas eu parce que ses parents l'ont envoyé en Angleterre. Et donc, l'enfance, on la revit au fond. On la vit à toutes les sauces dans le vécu. Et peut-être dans l'écriture aussi, on revit toujours son enfance. Vous savez, pour moi, l'œuvre, c'est un travail. C'est quelque chose auquel je m'adonne, je ne dirais pas tous les jours, mais j'essaye de le faire presque un petit peu 3 ou 4 fois au moins par semaine pour garder la main. C'est comme un instrument de musique, c'est une pratique. Il y a une sorte de mythe de l'écrivain ou du poète qui est porteur d'une parole prophétique qu'il révèle au monde. C'est pas quelque chose auquel j'adhère terriblement. Il y a aussi, disons, le mythe de la thématique. Pour moi, en tout cas, c'est une sorte de mythe, par exemple, que l'écrivain part de l'idée qu'il va écrire un jour. Il se dit, je vais écrire sur l'identité, ou je vais écrire sur la quête de soi. Ou bien, dans le cas de Maurice, on dit souvent que l'île Maurice, c'est le laboratoire multiculturel et que donc la littérature reflète le dialogue des cultures et ainsi de suite. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment branché.
pour moi, le dialogue des cultures. Même s'il intervient, évidemment, dans l'histoire. Mais pour moi, ce qui me motive beaucoup plus quand j'écris, c'est, je dirais, la jalousie sociale. C'est-à-dire le fait que à Maurice, on a, comme on est une petite île, on a des gens de différents milieux sociaux, de différentes couches sociales qui sont en interaction à l'école, ou bien les quartiers sont assez rapprochés. Un quartier ouvrier peut être très proche d'un quartier urbain. En fait, on marche d'un quartier de la classe moyenne, par exemple Sednac où j'habite, et soudain on est dans une cité ouvrière, ou bien on est dans un endroit plus huppé. Et même au supermarché ou bien dans l'autobus, on côtoie des gens de différents milieux. Je trouve que le fait que l'on a cette chance, pour moi, de pouvoir vivre avec des gens qui ont des ambitions différentes et qui viennent de milieux différents, ça crée comme une sorte, même, je dirais pas de tension, mais ou alors de tension créative. C'est-à-dire qu'il y a un non-dit, il y a une juxtaposition des gens qui fait que ça crée un rapport intéressant. Surtout, par exemple, quand ce sont des gens d'une même ethnie, mais qui sont de couches sociales différentes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas aussi spectaculaire que le dialogue des cultures, par exemple, parce que quand on vient à Maurice, on voit des gens de différentes ethnies. C'est ce qui frappe le plus le voyageur. Mais pour moi, c'est plutôt, justement, ces gens de différentes classes sociales qui essayent de s'entendre et qui ont des amitiés. Ensuite, je dirais que une fois que j'ai créé un personnage, pour moi, ce qui importe, c'est qu'il y ait une complicité, que j'ai un certain rapport avec le personnage, une sorte de complicité rigolote. J'aime bien me moquer de mes personnages parce qu'ils sont souvent le reflet de moi-même. Je n'aurais pas pu, par exemple, écrire quelque chose comme Les Bienveillantes, aussi parce que je n'ai pas assez de talent, c'est vrai, mais parce que aussi je n'aurais pas aimé me mettre dans la peau d'un inceste, même si au fond tout le monde peut être un inceste, évidemment, mais c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais aimé être en communion quand j'écris un livre. Donc pour moi, je crée le personnage, je le plante et puis je dois le faire bouger. Et quand j'avais écrit l'histoire d'Ashok, sur les 20 premières pages, c'était presque totalement autobiographique. Je me disais que c'était entièrement sans intérêt d'ailleurs, parce que c'était simplement mon vécu quotidien. Puis il y a eu un moment où Ashok m'a échappé. C'était, je crois, le moment où Bria le force un peu d'aller voir ses parents pour la deuxième fois. Et là, il prend le volant de la voiture d'un ami et il a peur, il se sauve. Bon, c'était pas autobiographique. Et là, j'ai senti que c'était le moment où je partais dans l'imaginaire. Il fallait qu'il arrive quelque chose à Ashok et que j'invente une histoire. Comment le faire? Il faut travailler du ciboulot. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que Hitchcock appelle les MacGuffin. C'est quoi un MacGuffin? Ben, Hitchcock le racontait pour l'histoire suivante. Il dit, un jour, il y a un Anglais qui prend le train pour se rendre à Édimbourg. Et en face de lui s'assied un Écossais avec un paquet assez biscornu, un paquet avec des arêtes et des creux et des bosses, mais qui ne ressemble à rien de connu. Et après quelques kilomètres, l'Anglais, qui ne peut plus retenir sa curiosité, lui demande « Excuse me, sir, would you mind telling me what is a MacGuffin? Excuse me, sir, would you mind telling me what is in this packet? » Et l'Écossais répond « Why, sir, this is what we call a MacGuffin. » Et l'Anglais, qui est très perplexe, dit « And pray, sir, would you mind telling me what is a MacGuffin? » Et l'Écossais dit « Why, sir, a MacGuffin is a device for hunting the lion in the Scottish Highlands. » L'Anglais, de plus en plus perplexe, dit « But, sir, there are no lions in the Scottish Highlands. » Et l'Écossais, un peu déconcerté, réfléchit un peu, puis lui dit « In that case, sir, then it is not a MacGuffin. » Donc, on ne sait pas ce que c'était un MacGuffin, mais ça a amossé le dialogue entre l'Anglais et l'Écossais. C'est un truc. C'est un truc pour faire... Évidemment, on ne peut pas inventer n'importe quoi. Il faut que ça cadre avec la cohérence du personnage et du milieu. Mais on va inventer un petit truc comme ça pour faire bouger le personnage, pour essayer de l'amener à bon port. Ça peut être quelque chose... Dans le cas de l'histoire de Sanjay, c'était un truc totalement rocambolesque. Je me disais
j'avais écrit l'histoire de Sanjay, je savais qu'il y avait une sorte de vagabond un peu mystique. Je savais que il était un peu amoureux de Roshni, qui était la fille brillante et très posée, très réaliste, qui, elle, a des ambitions très comme il faut. Puis je ne sais pas pourquoi je me disais il faut que cette histoire se termine au Tibet, au pied du mont Kailash, peut-être parce que j'avais vu 7 ans au Tibet. Et donc il fallait trouver une astuce, c'était Frau Beate qui arrive à Maurice et qui adopte Sanjay pour qu'il parte en Allemagne, et de là, ensuite pour qu'il se retrouve au Tibet. Je savais qu'il fallait qu'il y ait une sorte de pèlerinage à travers le monde avant d'arriver au pied du mont Kailash. Et dans le cas de l'histoire de Made in Mauritius, c'était l'errance, c'était le vagabondage. Vous savez, quand j'ai écrit le moment où, par exemple, il y a le campement des Daolat Wala, je décrivais d'abord Laval et Aïcha qui jouaient à la poupée. Puis je ne savais pas ce qu'il y aurait. Puis ensuite, le père arrive. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et le père annonce, comme ça, il dit, ah, vous savez, j'ai mes cousins d'Angleterre qui arrivent, qui vont faire une grande fête dans un campement. Enfin, on va aller dans le campement, ce sera chouette. Puis, tout à coup, ça a débouché sur ce grand voyage qu'ils portent, traverse l'île en autobus. Donc, parfois, ça arrive au détour de la plume, je dirais. On écrit et ça arrive. Parfois, on a une idée à peu près de ce qui va se passer. Et parfois, simplement, on a mis 2 personnages là, on se dit, ils sont intéressants, on les fait parler, quelque chose en sortira. Voilà. L'insularité, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps comme une prison, comme une fatalité, parce que j'ai pris l'avion pour la première fois à l'âge de 27 ans, et passer 27 ans dans la même petite île, c'était pas très agréable vers la fin. Vous savez, j'avais vraiment envie de me sauver, surtout quand vous voyez vos amis partir faire des études à l'étranger. Et quand je suis parti, c'était vers un ailleurs lointain, c'était dans des pays comme la Chine et l'Allemagne. Donc ça me donnait encore plus l'impression que je venais de quelque part, d'un lieu qui était très loin et très petit et très reculé dans le monde. Ce n'est que récemment, quand je suis venu à Madagascar, que j'ai découvert l'ailleurs proche, c'est-à-dire un ailleurs avec lequel on a quand même un lien océanique. Et ça, quelque part, je ne dirais pas que ça brise l'insularité, mais ça l'adoucit par le sentiment de l'archipel. Parce que l'île en elle-même, c'est quelque chose de trop pesant pour l'homme. Il lui faut un ailleurs, il lui faut des connexions. Et justement, sur ce plan-là, quelque chose qui me réjouit beaucoup, c'est que ces dernières années, je constate que de plus en plus, les liens du travail et de la vie se resserrent entre non seulement les îles de l'océan Indien, mais les rivages aussi, les pays riverains. Peut-être que il est de plus en plus probable que les Mauriciens de demain, s'ils vont chercher du travail à l'étranger, ce sera à Madagascar, à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong, à Mumbai, à Durban, donc dans des pays riverains, à Maputo aussi, donc dans des pays riverains, et que peut-être qu'on retrouvera un peu cet océan Indien de l'époque des Arabes, par exemple, où il y avait tout ce lien très fort. Et je trouve que je ne dis pas qu'il faut abolir le vieux lien qui nous lie à l'Europe, mais ce lien entre pays de l'océan Indien, ça nous réconforte quelque part au niveau historique et au niveau de notre passé.